Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Strictly Criminal ou Black Mass. Je suis en compagnie d'un petit comité de critiques avec Valentin. Salut Valentin. Bonsoir. Et Mathieu. Bonjour. Alors là, le trio de gangsters pour parler de Black Mass ce soir. Ouais, j'avoue. Gros trio de gangsters là. Oh là, ça fait peur sur le YouTube Game. Allez, un petit tour de table pour commencer. Mathieu, qu'as-tu pensé de Strictly Criminal ? Si on peut résumer le film en une phrase, pour moi ce serait Walla Walla, ce film c'est du caca. Oh. En référence à une super table ronde. Non, bref, franchement, j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé du tout. C'est-à-dire, moi déjà, les films de gangsters, j'accroche pas vraiment. Après, quand c'est bien mené, quand c'est bien organisé, ça arrive à me plaire. Par exemple, il y a des thrillers français du même style que j'ai beaucoup aimé. Je pense, par la suite du débat, je ferai référence à La French avec Dujardin, là, qui pour moi, je pense, s'inspire un petit peu de la même manière de voir les choses. Mais là, il y a tout qui va pas pour moi, c'est-à-dire les acteurs, on a une pléthore, on a un gros casting, mais pour final des interprétations assez fades, assez effacées, mis à part Johnny Depp, peut-être le film repose essentiellement sur lui. Après, c'est une accumulation de clichés au millimètre carré. J'ai l'impression limite que ça peut remplir une piscine tellement t'as du cliché, mais à toutes les sauces, à toutes les secondes. Et moi, j'ai trouvé ça presque gerbant. Et puis c'est ennuyeux, c'est prévisible. Je trouve que c'est mal foutu. Donc voilà, je pense qu'on reviendra sur ces points-là. Mais pour moi, une torture. Je vois que tu l'as adoré. Ah ouais. Valentin, ton avis sur Black Mass, allez, je change le titre. J'aime bien Black Mass. Ouais, on va rester sur Black Mass parce que quand même Strictly Criminal, c'est des vieux marketeurs français qui savaient pas comment renommer leur film. Ça fait américain, mais ça l'est pas. En gros, c'est un peu ça. Je t'en prie. Non, en gros, moi j'y allais en attendant pas grand chose de ce film, si ce n'est voir Johnny Depp cabotiner comme un gros porc, parce que voilà, il a un peu trop tendance à s'enfermer là-dedans, on va dire, depuis une bonne vingtaine d'interprétations. Au final, le film est classique, ça c'est clair, mais il est bien mené. Il a un très très bon réal en tête. Il a une pléthore d'acteurs qui servent à un casting absolument dingue. Le scénario est très référencé, voire trop référencé au cinéma de Scorsese, de Coppola et des films de mafieux, mais ça passe étrangement parce que ce personnage reste assez fascinant pour mener une histoire sur 2 heures de film. Et puis ouais, on y reviendra, mais moi je trouve la mise en scène de ce film vraiment impressionnante. Elle a vraiment une patte qui se dégage. Et puis oui, Johnny Depp, il cabotine, mais il cabotine tellement bien et il le fait tellement bien que ça fonctionne du début à la fin, quoi. Donc non, on va dire, c'est pas un grand film, mais c'est une jolie surprise de fin d'année, je trouve. D'accord. Je te rejoins pas mal sur le cabotinage de Johnny Depp, que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que pour un film de gangster, c'est nécessaire. Il faut y aller, tu peux y aller, quoi, tu vois. Complètement. On oscille entre le code et le cliché, mais c'est dans ce type de film que tu peux le faire, quoi. Bah oui, regarde Marlon Brando qui a bien réussi à avoir un Oscar en cabotinant comme un gros porc sur Le Parrain, et au final, ça a fait de lui une légende du cinéma. Exactement. Et puis après, peut-être que le problème de ce film, les films de gangsters, moi j'adore ça. Contrairement à toi, Mathieu, c'est vraiment ce que j'aime. Mon film préféré, c'est vraiment Les Affranchis. Tu vois, si je devais citer un film, c'est vraiment celui-là qui sortirait le premier. J'adore ce film, j'adore les acteurs. Et j'ai retrouvé ça un petit peu dans Black Mass, vraiment très loin des Affranchis, bien entendu, mais quand même l'ambiance, les gueules de l'emploi, le casting, au contraire, le casting 5 étoiles, je le trouve totalement justifié, surtout pour des personnages qui doivent être rapidement marquants, et on aura l'occasion d'en reparler. Johnny Depp m'a fait plaisir. Pour une fois que je vois pas une pâle copie de Jack Sparrow en mode, je pense à Mordecai avec la petite moustache à l'anglaise, ou en mode indien dans, je me rappelle plus du titre. Lone Ranger ou Le Chapelier Fou, même dans Alice. Voilà. Ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Déjà, physiquement, il est transformé. Bon, là, j'avance un petit peu dans la table ronde. On aura l'occasion d'en parler après. J'ai pas vu le film extraordinaire de gangster, mais j'ai vu quelque chose qui se tenait vachement bien. J'étais pris, j'ai vraiment accroché à ce personnage de Johnny Depp, de Witty Burger, je crois. Donc vraiment, ouais, c'était un bon film de gangster, pas exceptionnel, qui réinventera pas le genre, mais ça va être difficile vu les grands noms et les grands films qui ont été faits dans ce style. Mais j'ai passé un agréable moment. Un petit synopsis, qui se sent?
Oh là. moi, j'en serais pas capable. Hein. J'ai pas retenu beaucoup de personnages et puis ça m'a pas marqué plus que ça. Bah non, mais l'histoire elle est toute simple. On va suivre entre la fin des années 70 et le début des années 80 la montée en puissance de James Whitey Bulger, qui est considéré comme l'un des plus grands gangsters de l'histoire des États-Unis. Et on va suivre son ascension donc à Boston, en sachant qu'il a réussi à se débarrasser durant cette période-là de la mafia italienne, grâce à l'aide du FBI dans lequel il avait un de ses amis d'enfance qui travaillait et de son frère qui était sénateur. Ce qui peut aider, effectivement. Le FBI sera gangréné, etc. Donc il y aura des problèmes en interne et il y aura des problèmes directement chez eux. Quoi. Ouais, c'est voilà. Quand tu mélanges la vie professionnelle et la vie personnelle, ça peut faire des dégâts, surtout quand tu es entre flic et gangster, j'ai l'impression. Surtout quand tu as un flic, un gangster et un politique qui se mettent à trois pour régner sur une ville. Hein. Irlandais en plus. Par la même occasion. Ce qui n'aide pas. Don't fuck up with the Irish. Oui. En plus, Boston, enfin vraiment, on est où il faut quoi pour ce type d'histoire. C'est the place to be quoi. Alors jeunes gens, qu'avez-vous pensé de cette histoire, de ce Black Mass, de cette histoire de gangster irlandais? Bon, allez, vas-y Mathieu. Tu rigoles? Eh ben en avant. D'accord. Ben non, franchement, j'ai pas accroché du tout. Après, comme j'ai dit, je n'aime pas donc les films de gangsters, mais là, alors j'ai trouvé déjà que ça manquait beaucoup de rythme. C'est-à-dire, certes, c'est pas un film où il est censé avoir de l'action, mais même je trouve dans les joutes verbales envers les différents protagonistes, enfin. Moi, j'ai trouvé que ça manquait de relief, ça manquait vraiment de profondeur. Et puis après, il y a plein d'informations. Il y a vraiment un surplus d'informations. Par exemple, quand ils vont assassiner le golfeur là. Je sais pas si c'est vite balayé dans le film, mais j'ai rien compris. Du coup, j'ai regardé ça, j'ai dit, d'accord, ils vont le tuer, c'est cool. Je pense qu'il le précise à un moment donné dans le film. Je crois que c'est parce que Bulger, il veut récupérer. Il veut avoir la main mise sur une de ces sociétés. Moi, j'ai pas compris, mais il y a vraiment un surplus d'informations. Je me suis noyé là-dedans. Une tonne de personnages qui font des apparitions éclairs, qui se font tuer très très vite. Ça part dans tous les sens. Je trouve que c'est très très mal géré, très très mal structuré. Du coup, je me suis un peu noyé là-dedans. Et à contrario de films de gangsters, comme je l'ai dit, La French, qui pour moi reposait vraiment sur un pivot et sur un axe narratif solide et très très bien géré. Là, pour moi, ça partait dans tous les sens. Ça m'a complètement perdu du début à la fin et je suis totalement pas rentré dedans. On est plus sur un film à ambiance pour moi personnellement. Je vois ce que je veux dire. Plus un film à ambiance. Ouais. Et surtout concentré sur un unique personnage, même si d'autres gravitent autour. Moi, je me suis concentré sur notre gangster, sur Johnny Depp, tout ce qui lui arrivait. Pour moi, je prenais, même si je comprenais pas forcément tout, c'est pas grave. J'étais dans l'ambiance. Je voulais voir sa montée en puissance, comment il arrivait à se dépasser. Parce qu'au début, c'est une petite frappe. On sent que le mec a du caractère. On sent qu'il se laisse pas faire. Il le prouve très rapidement. Mais après, quand tu lui laisses encore plus de pouvoir grâce à son pote qui est au FBI et à son frère qui est bien placé en politique, le mec, ça devient un monstre, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment cette impression-là que j'ai eue, quoi. Il a les pleins pouvoirs sur son quartier, il arrive à nous virer tous les Italiens et à prendre vraiment possession de son quartier d'enfance. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai trouvée lente, mais ça m'a pas dérangé parce que c'est l'ambiance que j'ai trouvée et que j'ai appréciée dans le film. Valentin, qu'as-tu à dire à tout ça? Alors je vais quand même rejoindre Mathieu sur quelques points négatifs au niveau de l'écriture, parce que oui, il faut tout de même avouer qu'il y a des points négatifs dans ce film. Moi, un point qui m'a un petit peu dérangé, que j'aurais bien aimé voir tout au long du film et qu'il a tendance à pas vouloir accepter, c'est que tout le début du film, vraiment tout le début du film, littéralement, on se dit, on va regarder Les Affranchis. Parce qu'on suit au tout début du film le témoignage d'une petite frappe qui était au service de James Whitey Bulger. Il témoigne auprès du FBI et là tout de suite on se rabat et on pense qu'on va le suivre. Et au final, dès que James Whitey Bulger rentre dans l'écran, on oublie complètement ou quasiment complètement ce personnage-là. Et moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant parce que moi j'aurais peut-être bien aimé voir l'ascension de James Whitey Bulger du point de vue de ce mec-là. Donc je t'avoue que ça m'a un petit peu déçu. Après, étrangement, ce point-là qui est assez négatif, le film le rattrape en équilibrant les points de vue des différents mafieux qui ont parcouru la vie de James, ce qui rend, on va dire, ce qui rééquilibre ce point négatif qui aurait pu devenir vraiment très lourd et qui au final l'est pas. Après, je vais rejoindre Mathieu sur un gros point. Oui,
il y a beaucoup trop d'informations dans ce film. Il a fallu que je le voie 2 fois pour saisir quelques scènes et comprendre, voilà, par exemple, que ce fameux mec qui bute sur le parking, c'est parce que il dirige une entreprise et que sa politique lui plaît pas à James Whitey Bulger et au mec du FBI. Donc, résultat, ils vont décider de le buter pour faire en sorte de reprendre la main sur l'entreprise et en plus de pouvoir continuer leur pari de course. Mais voilà, c'est plein d'informations comme ça que le film a du mal à distiller de manière intelligente et subtile et se perd, on va dire, dans un besoin constant de se rappeler à ses références. C'est-à-dire que ce genre de scène, ça fait ouvertement référence au parrain. Au fait que dès qu'il y a quelqu'un qui se met sur son chemin, on est obligé de le buter faut pour ensuite pouvoir avancer. Et on va dire, c'est complètement ça qui plombe le scénario, donc qui est signé par Mark Mallouk, Jess Butterworth et Dick Lair, qui sont quand même 3 scénaristes qui sont assez intéressants, puisque Mark Mallouk, c'est celui qui a écrit le scénario de Everest, Jess Butterworth, c'est celui qui dernièrement a rattrapé les défauts d'écriture de Spectre, et Dick Lair est un spécialiste de James Whitey Bulger, puisqu'il avait réalisé un documentaire avant sur lui. Donc les 3, c'est du costaud, quoi. Donc voilà, les 3, c'est quand même des mecs qui, à mon avis, ont 3 pattes qui sont trop différentes et qui n'ont pas réussi à se rejoindre complètement dans la conception du film. C'est-à-dire qu'ils ont voulu vraiment essayer de distiller des univers tellement différents et tellement de références aux films de mafieux qu'ils n'ont pas réussi à rendre ça hétérogène et subtil dans tout un film de 2 heures, quoi. Et à ce qui paraît en plus, alors je sais pas si c'est vrai, mais il y aurait eu un premier jet de Scott Cooper qui devait faire 3 heures sur ce film. Quand même. Donc je pense que ça devait être beaucoup plus ambitieux que le petit film entre guillemets de 2 heures qu'on a devant nous. Peut-être que aussi le danger de l'histoire, de la façon de la raconter, c'est d'être trop dans l'hommage à des anciens films et de pas s'en démarquer aussi, ouais, peut-être. Complètement. Tu vois, le début, on le dit, c'est Les Affranchis, puis ensuite tu as des références au Parrain, puis tu as des références à Casino qui sont faites à plusieurs reprises. Enfin voilà, on en parlait avec une proche. Ce qu'on trouvait intéressant et qui est pas assez bien exploité, c'est que dans Casino de Scorsese, tu as 3 gros personnages centraux. Tu as le personnage de Joe Pesci, tu as le personnage de Sharon Stone et tu as le personnage de Robert De Niro. Dans ce film, on a un petit peu cette idée-là. Non, mais dans ce film, tu vois, sur le papier, on est supposé avoir cette idée-là. Oui. On a le personnage de James Whitey Bulger, donc de Johnny Depp. On a le personnage de John Connolly, donc le flic. Et on a le personnage de Benedict Cumberbatch, qui est le sénateur. Et on sent que si le film avait duré 3 heures comme Casino, ils auraient réussi à nous faire une structure narrative qui aurait suivi ces 3 personnages de manière totalement équilibrée. Et on a la sensation là dans le film on a la sensation dans le film là que on suit que le personnage de Johnny Depp et beaucoup aussi John Connolly, je trouve. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et on oublie complètement le frère sénateur. Alors que ce personnage-là aurait pu être vachement intéressant. Au début du film, on nous montre que c'est lui qui va quand même pousser James à aller voir John Connolly. Et après, il s'estompe et on ne sait pas pourquoi il s'estompe. Est-ce que c'est pas une volonté dans l'histoire de dire le gangster maîtrise la ville, accompagné de son ami d'enfance agent du FBI. Par contre, celui qui est censé contrôler la ville de manière politique, administrative et autres, n'est là que pour faire présence, un peu quand il y a le défilé, tu sais, le défilé de la fête irlandaise, où là, il est la star, tout le monde l'acclame et autres. Au final, c'est juste... Mais oui, mais c'est totalement ça, c'est un petit peu une figure pour représenter le pays. Voilà, exactement. Voilà. On peut le voir aussi comme ça, même si c'est juste de l'interprétation personnelle et qu'on n'a pas tous la même interprétation et que le film le dit peut-être pas assez clairement. Ça, c'est autre chose aussi à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la fin du film, moi, je l'ai trouvé un petit peu trop rapide, en fait. J'ai évolué avec ce personnage, je l'ai vu monter en puissance, se disputer, devenir presque dingue. Mais c'est même pas peut-être presque, c'est dingue, en fait, au bout d'un moment. Oui. Et sur la fin... Voilà, il est parti, il a disparu, on l'a rattrapé à un moment, et voilà, c'était l'histoire de Whitey Bulger. Voilà. C'est parce qu'en fait, ils savent pas du tout ce qu'il a fait pendant ces quasiment 20 ans de cavale. Ils sont incapables de dire ce qu'il a fait. Et donc, ouais, je vois. J'aime bien dans les films de gangsters quand il y a une montée en puissance. Après, il allait pas l'inventer non plus si ça s'était pas passé, mais une espèce de point critique, un point de rupture où ça part un peu en vrille, tu vois ce que je veux dire. Je reprends Les Affranchis quand on a Ray Liotta qui commence à avoir, qui devient parano complètement, qui en plus d'avoir le nez dans la drogue, sait très bien qu'il va lui arriver 2-3 bricoles si ça continue. Et quand tu le vois guetter les hélicoptères, les voitures et autres, ben là tu l'as ton point de rupture et arrive la fin du film, tu vois. Ben là je l'ai pas vu. Il faisait sa vie de quotidienne de gangster. Il s'embrouille un peu, on voit que ça retombe plus sur le flic que sur lui, il sait que c'est le moment de se casser, il se casse,
Bah voilà. Et après, bon, bien sûr, on sait pas ce qui lui est arrivé. Le mec s'est bien gardé de nous le raconter. C'est logique. Ça entretient la légende, j'ai envie de dire. Mais il manquait quelque chose sur la fin. Il fallait finir le film. Il finit. Bon, ben voilà. Vous avez vu la montée en puissance d'un gangster. Mais voilà. C'est le problème avec les histoires vraies aussi. C'est vraiment, c'est le gros problème. Tu vas pas les réinventer non plus. Voilà, on peut pas réinventer. On peut pas se permettre après de faire des choses, qui n'ont pas été inscrites dans la réalité. Du coup, vraiment, il y avait cette volonté de terminer le film, je pense pas le plus vite possible, mais ils ont fait, avec ce qu'ils avaient, quoi. Et du coup, ils l'ont abrégé directement. Et ça, c'est un point aussi qui m'a énervé, c'est que, pour reprendre le terme cliché que j'avais dit, je trouvais que le film était cliché. Et il y a un point qui me fait penser ça, c'est qu'on termine le film sur ces bonnes vieilles petites images avec le texte qui s'affiche du genre, Connolly a été emprisonné. Moi, j'aime bien personnellement. Ouais, moi aussi. Ça fait toujours son petit effet, tu vois. Moi j'aime bien, mais que dans certaines manières. Dans Everest, tu as la même chose. Là, je sors du pont des espions, ça finit là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la petite conclusion du film écrite qui, elle est notée, elle est inscrite, elle est gravée presque pour moi. Et je trouve que c'est pas mal des fois de finir les films comme ça. Alors c'est peut-être facile, mais ça reste toujours efficace. Ça m'a pas dérangé plus que ça, je t'avoue personnellement. Moi, je trouve ça efficace en fait quand le film est marquant, c'est-à-dire, c'est limite quand le film je le trouve réussi pour moi que ça me marque. Mais là, dans le pont des espions, je trouvais que vu que c'était historique, vu que c'était sur la seconde, la guerre froide, j'ai trouvé que c'était parfaitement bien, avec le thème, c'est-à-dire. Bon, je vais pas faire un truc sur le pont des espions parce qu'il y aura une table ronde dessus. Merci, mais Spielberg avait une manière de mettre ce point technique parfaitement en concordance avec le temps et l'univers du film. Là, ici, j'ai trouvé que ça avait pas sa place. C'est bizarre. Je trouvais que ça avait pas trop sa place. Everest, ça avait sa place parce que ça jouait avec l'émotion, etc. qu'on avait. Mais ici, non, moi personnellement, c'est mon avis à moi, mais personnellement, je m'en foutais de leur destin et c'est pas un film qui m'avait marqué plus que ça et donc cette manière de terminer le film, je trouvais que c'était un petit peu inadapté. Un petit peu too much peut-être pour voilà, toi. Too much. Ouais, possible. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'était plus ce qui s'est passé avant ça y est, monsieur est le grand patron, il s'en sort toujours, il est même devenu trop puissant pour tout le monde. Et hop, il faut qu'il s'en aille, il a pas trop le choix, il disparaît et on apprend ce qu'il a devenu. Il manquait quelque chose. Après, comme tu disais Valentin, s'il y a eu un film de 3 heures et qu'on se retrouve avec une version de 2 heures, peut-être que les manques, ils sont justifiés du coup. Ils ont disparu avec le montage final qu'on nous propose en salle. Ouais. Moi, je pense justement, ça aurait été limite un point. C'est un point négatif pour moi de le faire tenir sur 2 heures, parce que comme tu dis, Anthony, vers la fin, ils l'ont assez accéléré. Mais je pense que ça aurait aussi été un point négatif de l'allonger sur 3 heures. Parce que justement, ça aurait été, il y aurait eu vraiment peut-être un rythme encore plus lent que ce n'était déjà, et vraiment, on nous aurait encore peut-être bombardé de détails encore plus futiles, encore plus non nécessaires. Donc, je pense que ça aurait été limite un point négatif dans les 2 cas, quoi. Possible. On ne saura jamais, malheureusement. Bon, peut-être en DVD. Qui sait? Peut-être. Mais pour rebondir, moi je trouve ce carton de fin, ces cartons de fin, moi je les trouve, ils sont un petit peu obligatoires dans un sens aujourd'hui parce que moi ce qui m'a vraiment fasciné dans le travail d'écriture des 3 scénaristes, c'est vraiment cette espèce de sensation que le bien dans le film n'existe pas. En fait, il n'y a aucune forme de bien. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que résultat, ce qui est compliqué dans ce genre de métrage, c'est de faire en sorte que le spectateur s'attache à toute une bande de personnages qui sont tous plus corrompus les uns que les autres. C'est-à-dire que, à part le personnage de l'avocat joué par Corey Stoll, qui arrive à la fin du film, tous les personnages auxquels on doit s'attacher dans le métrage sont des personnages qui fondamentalement ont quelque chose de pourri à l'intérieur. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que, punaise, je me suis attaché à tous les personnages du film durant tout le métrage, quoi. Moi, j'ai trouvé tous ces personnages très très bien écrits. Mais tous pourris, je suis pas trop d'accord parce qu'il y en a un, je crois que c'est un des seconds de Bulger là. Et à un moment donné, quand il étrangle la femme là, tu le vois en fait dans sa réaction qui
qu'il est pas oui, pourri, le je personnage pense. de Juno Temple. Oui, Alors, le personnage Voilà, de je Juno pense que Temple. lui, il est plus sous le joug de Bulger que vraiment un monstre, qu'un parfait monstre, parce que tu le vois dans son regard et dans Enfin, ses il couche réactions quand même avec que- sa belle-fille, si j'ai bien Et, compris. et il a tout de même buté 17 personnes. Oui, bon, de- c'est rien. À Bon, Boston, oui, bah, c'est rien, ça. C'est pas grand chose, Je 17 pense personnes. qu'il est plutôt sous le joug de Bulger, qui lui obéit, Ah qui bah fait ce oui. qu'il veut, plutôt qu'un véritable monstre en soi. Donc, Ouais, mais tu vois, ouais, c'est moi, quand c'est même le seul intéressant. personnage que j'ai pas trouvé monstrueux, quoi. Ouais, mais si tu vois, je trouve ça quand même intéressant que chaque personnage ait quand même un fond qui est supposé les rendre, voilà, les rendre pourris, les rendre vraiment monstrueux, mais quand chacun, tu vas essayer de trouver quelque chose d'attachant, quelque chose de beau. Genre, par exemple, le personnage de John Conley, ce qui est intéressant, c'est qu'il est presque innocent, en fait. Il a presque une situation d'enfant tout au long du métrage. C'est vrai. Tu regardes, il est en train d'agir, mais Il est c'est à naïf. chaque fois qu'on lui demande pourquoi il y a personne qui a chopé Bulger. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Bulger? Je comprends pas. Il est je passe presque bien naïf, avec lui. ouais. Ouais, voilà, moi je trouve ça Et très même le mignon, personnage de Bulger avec son histoire sur son fils, quoi. J'allais Ouais, en c'est parler. ça. Vous en avez pensé quoi de ce passage avec Dakota Johnson, si je dis pas de bêtises, et ce Ouais. petit qui malheureusement est malade. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était trop? Est-ce que c'était bien parce Alors, que c'est ça trop permettait de... Déjà, c'est survolé, je te l'accorde, mais Ouais. alors à 10 000%. Est-ce que c'était trop survolé, pardon? Est-ce que c'était pour l'humaniser? J'en suis sûr que c'est ça. Il fallait le rendre un petit peu humain pour qu'on puisse s'attacher, justement. Qu'est-ce que vous avez passé de ce petit passage? Parce que c'est vraiment cool, malheureusement. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'était bien parce que justement, on essayait de donner de la profondeur au personnage, comme tu lui as dit, de l'humaniser. Et après, effectivement, c'est survolé parce que, en gros, la scène, elle se tient limite sur 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes. Genre, il rentre chez lui, sa femme lui dit notre fils il est couché, etc. Il est un peu malade. Hop, après il est convoqué à l'hôpital, il va mourir. Je trouvais que c'était mais tellement rapide. Et puis même la conversation qu'ils avaient à table dans le sorte de café là, pareil, c'était très vite expédié. Et c'est dommage parce que justement, ça aurait pu être un plus dans l'écriture du personnage principal. Après, bon, par contre, l'interprétation de Dakota Johnson, je sais pas si c'est l'effet 50 nuances degrés, mais j'y arrive pas, quoi. Moi, j'ai trouvé plutôt bonne, en fait. Hein, Ouais, sans mauvais... Attention, hein, pas de double sens dans mon propos. Je l'ai trouvé bonne dans son interprétation. Justement, tu vas me dire 50 nuances degrés m'a pas pu se déranger que ça. Hein. C'est pas parce que le film... Les acteurs sont pas si mauvais que ça dans 50 franchement, je l'ai trouvé assez authentique dans 50 nuances degrés. Dans ce film-là aussi, enfin la femme, attention, on en reparlera, je pense, dans les personnages. La place des femmes dans ce type de film, elle est parfois très compliquée. Ouais, donc on en reparlera par la suite, je pense. Ce sera le petit moment féminisme qu'on aura tous ensemble. Mais ouais, j'ai trouvé ça pas mal en fait. Justement, je me disais, si ça dure trop longtemps, est-ce qu'on tombe pas un petit peu dans le mielleux, dans le tire-larme? Je me suis posé cette question. Mais finalement, je me suis dit, une fois que, bon, on peut spoiler, hein, c'est la table ronde. Une fois que son fils décède, malheureusement, elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle devient. Alors, elle a peut-être disparu tout simplement dans la vie de notre gangster du jour, mais je sais pas, je me suis posé 2-3 fois la question, est-ce qu'on va la revoir? Est-ce qu'elle va... En fait, tout l'intérêt de cette séquence-là, où justement on voit que son fils est... Enfin, en fait, ce qui est beau dans cette séquence-là, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est de montrer que avant que son fils meure, ce personnage avait quand même une part d'humanité. C'était quand même un mec qui était proche de sa famille, qui avait tendance à être très terre à terre. Et tout d'un coup, son fils va mourir, mais pire que ça quand même. Moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment poignant, c'est que c'est pas seulement son fils qui va mourir, c'est que c'est sa femme qui lui dit « Je refuse de voir notre fils grandir comme ça, donc je vais le débrancher ». Ouais, c'est vrai que c'est horrible. Et lui qui refuse de laisser partir son fils, parce qu'il y a cet attachement à la famille, il y a cet attachement aux racines, à perdurer une lignée. Et donc, résultat, à partir de ce moment-là, c'est tout ce qui va justifier que par la suite, il va vouloir s'imposer. Parce qu'il sait qu'il va pas pouvoir mettre, entre guillemets, de suite à son nom de famille et de suite à son héritage. Oui, il joue ses dernières cartes, quoi. Donc, il va prouver à l'humanité, entre guillemets, qu'il est capable de diriger une ville et que voilà, toute la fin du film, il va simplement montrer que c'est le plus fort, c'est le plus grand et il va marquer l'histoire. Il a presque plus de conscience en fait. C'est ça. C'est limite, il perd... justement, on te le montre humain, justement avec une famille, un gamin. Malheureusement, le gamin va pas très bien. Et ben après, on l'humanise au maximum qu'on puisse humaniser ce type de personnage et après c'est fini quoi. Ça devient un monstre. Et là aussi, même en termes de réalisation, on en reparlera aussi par la suite. C'est clairement très bien fait de la part du réalisateur, comme il arrive à te montrer ce monstre en fait, autant physique que dans les actes en fait. C'est ça qui était intéressant dans ce film.
Ouais, et puis c'est génial parce que c'est vraiment par étapes, c'est-à-dire que à chaque fois, quand le personnage va avoir une étape dans son évolution et qu'il va devenir de plus en plus noir, c'est toujours une personne qui meurt sur son chemin, c'est-à-dire c'est d'abord son fils, puis ensuite c'est sa mère. Enfin voilà, c'est vachement intéressant. Ah oui, la petite mamie, j'ai bien aimé moi la petite mamie, elle m'a fait rire. La partie de carte entre sénateur, gangster et petite vieille, j'ai trouvé ça excellent. T'arrêtes pas de tricher, maman, t'arrêtes pas de tricher. C'est bien aussi, c'est tes instants de vie qu'on nous partage, une espèce de petite famille américaine, irlandaise, d'un quartier modeste. Ça, c'est typique de Scott Cooper quand même. Ça, dans son cinéma, tu regardes dans Les Brasiers de la colère, il adore montrer cette idée de famille et cette idée d'intimité pour détendre une atmosphère qui est souvent lourde et pesante. Des gens simples en plus, pour le coup, parce que même ce gangster qu'on nous présente, tu sais, tu pourrais t'attendre au gangster avec le beau costume, la petite gomina, enfin là, mais bon, pas de la même façon. Vraiment le mec, la belle voiture, les belles femmes, mais pas du tout en fait. T'as plus l'impression d'être face à un travailleur de l'ombre, une personne qui pense réussite, comme tu disais, il faut qu'il prouve aux autres qu'il a de la valeur, qu'il est fort, qu'il est puissant. En fait, son apparence, il en a rien à foutre. De toute façon, ça se voit quand on repense à ce qu'ils ont fait de Johnny Depp physiquement. Le mec qui est blond, crâne rasé, blond, dégarni, les dents un peu marron sur le devant, un regard, on dirait un vampire, le mec. C'était assez impressionnant en fait. Le mec s'en fout de son apparence, c'est plus les actes qui comptent, c'est-à-dire les actes que tu lui fais subir et les actes qu'il met en place en fait. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Le développement du personnage, on aura l'occasion d'en parler. Mais vraiment, en plus, Johnny Depp, tu vois qu'il s'amuse comme un fou dans le rôle. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça bien. Et du coup, j'ai vraiment accroché à cette histoire de ce personnage. Certes un peu longue, certes un peu ralenti sur la fin avec, hop, ça y est, c'est fini, merci. Voilà, il est devenu ça. On l'a chopé à tel endroit. Il était, c'est combien d'années plus tard qu'il se fait attraper, ce garçon? C'est plus de 20 ans quasiment. Ouais, une vingtaine d'années. Et en plus, le mec est fort, quoi, tu vois. Pendant 20 ans, il a réussi à échapper à tout le monde, quoi. Enfin, c'est puissant quand même. Quelque chose d'autre à ajouter sur cette histoire, messieurs? Non. Moi, ouais. Enfin, peut-être justement, j'ai l'impression que dans le scénario, le réalisateur a beaucoup ajouté. Enfin, le scénariste a placé beaucoup d'une introduction de clichés. Mais de clichés propres à ce genre de film. Et justement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de suffisance dans la manière de raconter cette histoire. Donc, par exemple, je pense à la scène de la mamie, là. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça, soit la scène de la mamie. Code, ça. Pour moi, c'est même pas du cliché, c'est du code du film, quoi. C'est comme un film d'espionnage avec des gadgets. Tu pourrais dire c'est cliché, ils ont des gadgets, tu sais, style James Bond ou Mission Impossible. Mais si tu les as pas, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Certes, ce n'est pas novateur. C'est pas novateur, justement, et que avec le personnage de Johnny Depp, pour moi, le personnage de Johnny Depp, c'est la seule chose intelligente du film, parce que c'est un petit peu une revisite de la figure du mafieux. Comme tu l'as dit, Anthony, physiquement, dans ses vêtements, il n'a pas après de voiture, etc., de belles voitures. Justement, c'est une revisite un peu du personnage du mafieux. Et je pense que non seulement, en plus de revisiter le personnage, je te renverrai au film. Alors, je sais que c'est un remake d'un film américain. Je retrouve plus le titre d'un film coréen, pardon. Infernal Affair. C'était quoi? C'est Scorsese qui l'a fait. Putain, j'ai un trou de mémoire, ça m'énerve. Avec Leonardo DiCaprio et Les Infiltrés. Voilà. Quand tu vois Les Infiltrés, si je dis pas de bêtises, c'est bien Jack Nicholson qui a dans ce film. Jack Nicholson qui est une inspiration de Whitey Bulger en fait. En plus, est-ce que tu vois un gangster beau gosse qui s'affiche avec des femmes? Non, t'as le même style de personnage qui traîne dans des bars pourris à boire des pintes de bière irlandaise et qui est là pour casser de la gueule et surtout continuer le petit business local, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'on nous propose quelque chose de nouveau avec notre Black Mass, tu vois. Certes, ça change de l'italien qui se met un peu en avant pour faire dans le cliché, justement, Mathieu. Mais là, t'as un Irlandais, enfin, tout ce qu'il y a de plus rustre dans l'Irlandais. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, quoi. Moi, justement, dans sa psychologie, dans son physique, mais dans son évolution aussi tout au long du film, moi j'ai trouvé que par rapport au film que j'avais pu voir de gangster, bon, j'en ai pas vu énormément, mais j'ai trouvé justement qu'il apportait quelque chose de nouveau.
enfin quelque chose de novateur, c'est-à-dire le personnage il est pas plus noir dans ses actions parce que généralement dans ces genres de films que j'ai vus, on te montre un personnage qui est dark, mais dans les actions qu'il effectue, là il est psychologiquement instable. Moi j'avais pas encore vu quelque chose comme ça dans le cinéma du genre, et ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'on n'ait pas cherché à appliquer ce petit côté nouveau donc, que j'ai ressenti moi sur la suite du récit, quoi. Enfin, une sorte de fraîcheur. Ouais. Allez, une fraîcheur de la part de Johnny Depp dans son interprétation, pourquoi pas. Même si je t'avoue, j'en ai pas vu des tonnes non plus, mais j'en ai vu quelques-uns des films de gangsters. Voilà, de toute façon, je pense pas que le film avait l'ambition de renouveler le genre film de gangster. Que ça soit un hommage, j'en doute pas un seul instant. Que ce soit une volonté de retracer l'histoire d'un criminel très intéressant, c'est vraiment le cas et c'est très intéressant justement à voir. Après, on n'est pas là pour renouveler le genre, hein. Surtout que à Hollywood, c'est pas non plus la grande volonté en ce moment de renouveler les genres. On aime faire dans ce qu'on connaît parce que ça rassure le public, ça rassure le producteur. Mais moi justement peut-être voilà que je m'attendais à être surpris, mais en fait il reprend tellement des codes, des techniques de réalisation, etc. qui sont tellement basiques et tellement vus et revus. Au final moi ça m'a paru indigeste, quoi. Il y a quand même 2-3 choses dont on va parler qui sont pas mal quand même en termes de réalisation. Je pense qu'il y a quand même un petit peu matière à sortir quelque chose d'intéressant, novateur je ne sais pas, mais au moins intéressant dans ce Black Mass, je pense. Ben justement, une petite transition, je vais y arriver sur la réalisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben je dis oui. On va se garder Johnny Depp pour plus tard parce que je pense qu'on va en parler plutôt en positif, j'ai l'impression. Donc on va parler un petit peu de la réalisation. Valentin, qu'as-tu pour nous au niveau de la réalisation ? Eh ben moi, Scott Cooper, c'est un mec que j'aime beaucoup parce que c'est peut-être un des seuls réals aujourd'hui à Hollywood qui regarde le monde avec une telle noirceur que ça te fout des frissons dans le dos presque. C'est hallucinant, mais quand tu regardes Les Brasiers de la colère, quand tu regardes Crazy Heart, t'as la sensation que notre monde il est un peu foutu et qu'on peut pas faire grand chose pour essayer de lui donner, je sais pas, soit un second souffle, soit essayer de retrouver de l'espoir. Et moi j'aime beaucoup ça en fait. Je trouve ça se ressent vraiment dans ces longs métrages, et de la part d'un mec qui a à peine la trentaine, je trouve il a vraiment quelque chose d'intense dans son cinéma. Tu vois, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'émotionnel dans sa réalisation. C'est-à-dire que, oui, il utilise des codes de cinéma qui sont très classiques, mais il arrive à donner de temps en temps quelques bonnes idées qui sont assez fascinantes. Genre, moi, ce que j'aime beaucoup dans Strictly Criminal, c'est qu'il a tendance à régulièrement faire des plans face cam, où il va montrer ses personnages face caméra, pas forcément regarder la caméra, mais où il va régulièrement faire des plans face cam pour nous montrer comme une étape dans les évolutions des personnages. Et moi, je trouve que ça transcende vraiment le film et ça donne quelque chose de glaçant même par instant. Je trouve cette séquence d'ouverture, encore une fois pour rebondir là-dessus, mais cette séquence d'ouverture, elle est super bien filmée. T'as des visages en très très gros plans. Ils sont très près, ouais. Voilà, et on te dit très clairement, je suis un criminel, ok, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ton patron ? Ok, je peux commencer ? Voilà, moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et tout au long du film, il y a vraiment ce ton très noir, très glauque, macabre, qui fait que même quand tu arrives à la fin et que tu es dans le générique de fin, tu as la sensation que cette histoire, elle n'est pas terminée et qu'aujourd'hui, cette noirceur qu'il y avait dans le personnage de Whitey Bulger, elle est toujours présente dans notre monde, mais puissance 10 000, quoi. Ouais, c'est ultra pessimiste en fait, ouais. Le générique de fin, je le trouve glaçant. Hein. Le générique de fin, avec en plus la musique de Tom Holkenborg, je le trouve glaçant, ce générique de fin. Moi, j'étais pas bien quand je l'ai revu. Comme le personnage, hein. Il est flippant, ce Johnny Depp en gangster, là. Mais c'est dans les regards, après, le regard bleu glacé. Wow, c'est impressionnant même. Hein. J'ai une question à vous poser, parce que juste après les premiers noms dans le générique, il y a une scène qui apparaît. Alors, je voulais vous demander ce que c'est cette scène, parce que je me suis du coup barré avant, tellement énervé. Mais je voulais savoir ce que c'était. Il n'y a pas de scène ? Ben, il me semble que dès la fin du film, tu as les premiers noms qui commencent à apparaître et ensuite tu as une scène. On te montre les archives, les photos. Ouais, voilà, on montre juste des archives, on montre des vidéos de Whitey Bulger qui se bat dans des parkings ou des trucs comme ça. En fait, c'est un enchaînement d'images d'archives. Ah oui, bon. On te montre aussi la ressemblance entre nos acteurs et nos personnages. Ça fait un peu ça.
Ça fait un peu ça. C'est vrai que là, sur ce point de vue-là, le générique de fin est assez racoleur. Moi, personnellement, encore une fois, c'est comme les petites écritures à la fin du film. Ça me plaît, ça passe toujours. J'aime trop voir comment ils ont travaillé la ressemblance, de me dire, elle était quand même plus beau en vrai, ou le contraire, tu vois, des choses comme ça. Et je trouve d'ailleurs que Johnny Depp est beaucoup plus flippant que le vrai gangster, en fait. J'ai trouvé assez flippant. Mais aussi, il y a la réalisation qui joue beaucoup, comment il filme Johnny Depp, c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il te filme un tueur en série dans un film d'horreur. J'avais cette impression-là, notamment dans cette baraque où ils ont l'habitude d'aller tuer des gens, la petite prostituée, elle est hallucinante, notamment. cette séquence-là. Dans le couloir mal éclairé, avec les seuls passages dans la lumière où tu vois ces yeux bleus là qui ressortent. C'est quand même assez flippant. Enfin, c'est le genre de mec, tu le croises dans la rue, je pense que tu changes plusieurs fois de trottoir, quoi. Mais c'est impressionnant. Je trouve que la réalisation à ce niveau-là, le choix au niveau du casting aussi, moi j'aime beaucoup dans les films de gangsters, c'est les gueules, tu sais, les gueules de l'emploi. Ouais. Tu sens que les mecs, ils sont nés pour être mafieux. Ils ont vraiment la gueule du mafieux. Alors autant il y en a certains, ils sont un peu transformés, même beaucoup, comme Johnny Depp. Mais il y en a certains hommes de main qu'on ne voit pas trop, on ne sait pas forcément quel est leur nom ou autre. Ils ont des gueules. Mais j'ai trouvé ça vraiment... c'est pareil, c'est ce que j'aime chercher dans les films de gangsters. C'est le choix au niveau du casting et de la réalisation de te montrer des gueules, des ambiances. Même si je trouve son Boston un petit peu propre. Je sais pas vous. J'ai trouvé un petit peu propre le Boston du coin là, tu vois. Moi j'ai trouvé propre, mais j'ai trouvé justement qu'il y avait une ambivalence entre le propre et l'aspect un petit peu dark avec la photographie justement. C'est que pratiquement dans tout le film on se retrouve avec des couleurs assez sombres. On est presque tout le temps dans un aspect malsain. Et on sort presque jamais de là. Il y a jamais un endroit qui est bien éclairé où on se dit qui est complètement en opposition avec toute cette ambiance malsaine quoi. On est tout le temps dans du noir, dans l'obscurité. Ça c'est un petit point que j'ai trouvé pas mal par contre. Il y a quand même des contre-exemples à tout ça. J'ai souvenir d'une discussion entre notre gangster et notre agent du FBI face à, je crois c'est un lac ou ça doit être la mer. Je pense que c'est la mer. Oui, et t'as une espèce d'usine un petit peu au loin avec des petites lumières et tu vois que les mecs discutent, c'est surtout un combat de coq, j'ai eu plutôt cette impression là où le gangster fait comprendre à l'agent du FBI, écoute c'est moi le patron, voilà, t'es gentil, je te rends service mais c'est moi le patron. Et je trouvais que c'était pas mal d'avoir cette espèce de paysage, certes un peu industriel, donc voilà, c'est un peu pollué, c'est un peu abîmé, il y a le temps qui passe, il y a la sueur des gens qui fait que l'endroit est assez marqué. Mais pourtant, c'était beau, en fait. T'avais l'impression que, limite, tu seras à côté d'eux, tu seras en train de contempler, tu vois, tu serais même pas en train d'écouter ce qu'ils racontent. J'ai trouvé que ça, c'était pas mal. T'as un autre plan aussi que j'ai bien aimé et qu'on voit aussi dans la bande-annonce et je crois sur l'affiche. C'est une contre-plongée sur le visage de notre gangster, où tu as la lumière derrière, tu as l'impression que le mec il est divin quoi, presque c'est l'ange de la mort quoi du il est montré comme un ange de la mort très clairement. Et je trouvais ça vraiment sympa. Là, tu sens quand même qu'il y a eu du travail, même si c'est un film de gangster que les clichés, ou moi je préfère dire les codes personnellement, parce que je trouve que c'est plus du code. On va dire que les codes ont été plusieurs fois utilisés, seront encore utilisés. Ben, malgré tout, il y a des petits moments comme ça qui passent très très bien, tu vois. C'est con, c'est 2-3 plans, mais tu te dis ouais, il y a quand même quelque chose. Il sait filmer son méchant, il sait te proposer une espèce de monstre. Par contre, il sait filmer son méchant, ça c'est bien. Et je vois aussi un petit exemple pour montrer vraiment que je savais pas sur quel pied danser par rapport à ce que je pensais de la réalisation du film. C'est que par exemple, il y a un plan, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il étrangle la prostituée là dans la maison là. Oui. Il y a vraiment en fait la caméra qui bouge tranquillement et qui se décale en hors champ pour ne pas montrer la mort. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est justement ça laissait supposer, ça ne montrait pas la violence crue. Ça avait une manière un petit peu de dédramatiser la situation en ne la montrant pas à l'écran. Et c'était vraiment limite un petit travelling comme ça qui revenait après dans le couloir où tu voyais donc une partie de la femme allongée. Et moi, j'ai trouvé que c'était vachement ingénieux, quoi. Cette manière de montrer cette exécution comme ça, c'est justement, on s'éloigne un petit peu du standard, c'est-à-dire on fait pas dans le traditionnel avec du sang partout. Voilà, je t'étrangle la meuf, il y a du sang partout, elle en peut plus, elle chie par terre. Non, là, c'était vraiment. Le mec tue proprement. Écoute, il est sympa. Va pas nettoyer le parquet tous les jours non plus, parce qu'à mon avis, c'est pas la première fois qu'il amène quelqu'un, donc le côté tranquille de la caméra me semble assez
justifié dans le sens où tu te dis que c'est habituel, quoi. En gros, je suis pas d'accord avec toi, j'ai des doutes sur toi, allez hop, c'est fini pour toi. Tu disparais, on va t'enterrer près du pont où on a l'habitude de mettre tout le monde, et en avant, quoi. C'est létal, quoi. C'est limite, c'est ça. C'est sa journée de travail à lui, hein, j'ai envie de te dire. 24 heures sur 24, le métier de gangster, quoi. En gros, c'est ça. Le truc, c'est qu'il fait quand même le boulot lui-même. Est-ce que aussi, à ce moment-là, c'est pas pour donner une leçon à son ami son homme de main qui... Oui, c'est un petit peu ça aussi. Il y a un peu de ça, je marque un peu mon territoire, t'as l'impression que c'est un petit teckel qui pisse un peu de partout pour dire attention les gars, le premier qui bouge, je m'en occupe. J'ai un peu cette impression-là, cette espèce de petit roquet qui aboie, hein, parce que quand tu le vois se disputer aussi dans les bars, le mec dit rien, mais le lendemain, il sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de souci. Et puis là, c'est génial quand même. Enfin, cette séquence-là dans le bar, elle est exceptionnelle, quoi. Le mec, il commence à s'énerver, il commence à lui dire d'aller se faire foutre, et là, t'as le personnage de Johnny Depp qui se lève, qui avance vers lui et qui fait OK. Bon, tu peux me frapper, vas-y, mais frappe bien, parce que sinon je vais me relever et je vais te tabasser à mort. Ouais. Et le lendemain, il finit le travail. Voilà, mais ça le fait. Et encore une fois, la réalisation y est pour beaucoup. Les ambiances de bar sont vraiment pas mal quand même. Tu retrouves un peu les mêmes ambiances que dans la rue, tu vois. Ouais, en gros, la rue s'invite dans les bars. Crado, quoi. Et c'est bien, ça correspond bien avec le Boston de l'époque, je pense. Hein. Crado, je suis pas sûr, c'est pas ça malsain. Ouais, le mot me semble plus juste parce que crado, les mecs font quand même attention. Ils sont pas là avec les beaux costumes, mais la petite gomina, elle est bien mise. Le petit blouson en cuir, le petit jean qui moule un peu les fesses. Il y a tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. Ah, mais bien sûr. Johnny Depp pour mesdames et pour ceux qui sont amateurs. Et pour messieurs aussi. Hein. Pour tout le monde, hein, on va pas de jaloux. Tout le monde est le bienvenu. Mais dans l'esprit de se dire, on est dans un quartier populaire, je sais même pas si c'est pauvre, même si j'ai l'impression que par période ça devait être assez pauvre là-bas. C'est les Irlandais en plus, donc souvent ils débarquaient, c'était un peu la misère pour eux. Mais de se dire on est quand même fiers, on aime se mettre en avant. Le défilé est sympa aussi, ça te montre un peu la culture irlandaise, même si je trouve que je retrouve toujours pas le titre du film de Scorsese et vous l'avez dit tout à l'heure, ça m'énerve. Les Infiltrés. Merci beaucoup, je vais le noter parce que en plus je l'aime beaucoup ce film. Dans Les Infiltrés, l'ambiance irlandaise était beaucoup plus prononcée que dans Black Mass. Oui, mais dans Les Infiltrés, c'était vraiment, c'était assez hallucinant. Enfin, dès le début, de toute façon, t'avais la musique du début déjà. Voilà. On est dedans. Hein. C'est déjà la base, donc ouais. Et puis c'est Scorsese, hein, on va pas non plus, sans vouloir faire offense à notre réalisateur du jour, c'est Scorsese en face, donc c'est un peu le maître. Et à mon avis, c'est le genre de film qui ont servi de référence aux garçons pour faire son Strictly Criminal aussi. C'est indéniable, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Mais quand même, il apporte sa petite patte. Tu vois, Mathieu, je sais pas si avec les quelques scènes qu'on t'a données, on a trouvé quelque chose qui peut te montrer, qui propose quelque chose de neuf dans son film. Mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments, quelques passages qui montrent quand même une petite patte personnelle. Oui, non, c'est sûr. Après, aussi à la base, c'est que je n'aime pas du tout ce genre de film. Après, ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas du tout. Et j'ai encore un exemple de truc qui m'a fortement déplu. Et justement, après, t'as parlé de code à la place de cliché. Peut-être plus là, je dirais que c'est un cliché qu'un code. Mais par exemple, je pense à la manière qu'a Scott Cooper de filmer le bureau là du sénateur là par Cumberbatch. Oui. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de voir limite les plans qu'on voyait, je sais pas, dans les autres films du genre, où chaque fois quand t'as un personnage politique d'importance, ou dans genre même les épisodes des Simpsons, quoi. Des épisodes des Simpsons où on te prend comme ça le bureau de face et qu'on recule tout doucement, on fait un petit travelling comme ça en reculant. Ah, c'est pour te montrer la puissance de l'Amérique et de son gouvernement. Mais justement, c'est ça, c'est trop la puissance de l'Amérique, nanana, ça a été repris 20 fois. Et moi, je vois ça, c'est des petits trucs comme ça qui revenaient tout le long du film, et en plus qui étaient très lents par ailleurs. Et moi, je vois ça, je fais, oh là là, j'en peux plus. C'est sûr qu'en France, ça doit pas être pareil, les bureaux, tu vois. Oui, ça doit pas être pareil. Non, tu dois avoir une petite photo de notre ami François Hollande, 2-3 bouquins, des dossiers en veux-tu en voilà, un vieux PC sous Windows 98 et c'est parti, quoi. En gros, c'est un peu ça. Non, là, t'as la puissance de l'Amérique. En plus, c'est un Irlandais, ça rigole pas. Mais après, dans le même style, moi, je pense à La French. La French, il y avait aussi cette manière un petit peu de filmer qui montrait la puissance du juge Michel, la puissance aussi de son adversaire là, de Gaëtan Zampa. Moi, je trouvais limite qu'il y avait beaucoup plus d'intelligence. T'as quand même beaucoup de références aux films de gangsters américains dans La French. C'est sûr, ouais. Mais dans La French, je crois que le pire, c'était quand même la référence à Hit, qui était beaucoup trop présente tout au long du film, quoi. Oui, ça c'est certain. Malheureusement. Ça, c'est un peu après.
tu mets Robert De Niro et tu mets C'est ça. Al Pacino dans les deux rôles principaux, c'est le même film. C'est un petit peu ça. Bah, d'ailleurs, le louche fait clairement une interprétation à la De Niro. Ah oui. Même dans la façon de se tenir, alors que je pense que Jean Dujardin l'imite beaucoup mieux. Mais bon, ça, Non, mais c'est autre chose. Par contre, ce qui était impressionnant, c'était dans la scène, juste petite digression, c'était dans la scène où ils se rencontraient tous les deux. Je trouvais que dans cette séquence-là, c'était peut-être la séquence la plus impressionnante où Gilles Lelouch faisait du Robert De Niro, quoi. Ah, mais totalement. C'est un moment, il lui fait où, je sais plus où il lui dit, peut-être que c'est vous qui devriez avoir peur. Et t'as Gilles Lelouch qui commence à faire, ah ouais, c'est moi qui devrais avoir peur. Ouais, c'est un peu c'est trop. moi qui devrais avoir peur. Okay. Là aussi, est-ce que c'est du code, du cliché, voire même de l'hommage dans le cas de la French? C'est de l'hommage dans la French. Totalement. Je dirais de l'hommage aussi. Oui. C'est de Même l'hommage. si l'hommage c'est un bon film français, mais bien bon. me fait, quoi. Si on se plaint de notre réalisateur du jour et son Black Mass parce que monsieur ne propose rien de novateur, que dire de la French? C'est pas faux. Transposer le film de gangster à l'américaine directement sur une histoire réelle en France, à Marseille, mais c'est pas grave, hein, c'était très bien aussi, hein, ça m'a fait plaisir aussi, c'est un bon film de gangster, on va pas s'en plaindre. S'il pouvait y avoir des films français tous les mercredis de ce calibre-là, je serais content, tu vois. Je veux bien me prendre une balle, le coup, tu vois, y a pas de souci. Sur la réalisation, messieurs, est-ce qu'on rajoute quelque chose? Est-ce qu'il y a un point je voulais qui juste semble rajouter important? un petit truc. Bien sûr. Je voulais juste rajouter un petit truc pour rebondir. Tu parlais du rapport qui était assez intéressant entre les acteurs et la manière avec laquelle Scott Cooper mettait en scène son film. Moi, je trouve que c'est beaucoup dû au fait qu'avant d'être réalisateur, Cooper a d'abord été acteur. Et je pense que ça a beaucoup aidé justement dans la relation qu'il a entretenue avec ses acteurs et dans le fait que dans chacun de ses films, tu as la sensation que tous les acteurs qui sont en tête se pousse au maximum parce que ce mec-là sait comment maîtriser un acteur, il sait comment faire en sorte que pour donner lieu à un personnage qui va être supérieur à son interprétation habituelle, il va essayer de le pousser dans ses retranchements, de faire en sorte qu'il aille plus loin, tu vois. C'est bête, mais pour Les Brasiers de la colère, il a fait en sorte que Christian Bale perde encore du poids et qu'il ait un espèce de jeu de dandy alors que son personnage est supposé être très sérieux et très carré. Quand il fait Crazy Heart avec Jeff Bridges, il essaie de pousser également Jeff Bridges à faire en sorte que son personnage et ça soit pâteau, peut-être dans le style de The Big Lebowski, mais que résultat, ça sonne comme quelque chose de sincère et quelque chose de tendre. Et résultat, là, je trouve que c'est pareil avec le personnage de Johnny Depp. Il a vraiment essayé de pousser Johnny Depp à cabotiner encore, mais il l'amène à un cabotinage qui devient en fait touchant parce que Johnny Depp veut en faire des caisses et veut à fond se mettre dans la peau du personnage. Ah, mais et il a bien fait parce qu'il nous a offert un super résultat. Enfin, et je pense aussi, pour un acteur, un réalisateur en face de toi qui a déjà été acteur, forcément tu dois parler le même langage, tu vois, ça doit être beaucoup plus simple en plus je pense que Johnny Depp il adore ça, quoi. Si tu lui dis fais-toi plaisir, vas-y à fond, moi j'aimerais bien ça mais n'hésite pas à en rajouter des tonnes, un peu comme ce qu'il a fait avec Jack Sparrow où je crois qu'il a pas mal réécrit lui-même son personnage en avant, quoi. Enfin, le mec il devait être aux anges quand on lui a proposé ça. Faire un gangster aussi pour un acteur c'est génial. Enfin, il y en a qui s'en sont fait une spécialité, là, Johnny Depp, franchement, bien. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah, c'est le point fort du film, pour moi. Est-ce qu'on en fait la transition parfaite pour parler des personnages? Allez, fais la transition. Soyons fous. Allez, c'est parti. On commence par Johnny Depp ou on le garde pour la fin? Regardons-le pour la fin. Allez, on garde le meilleur pour la fin. Et si on parlait de notre... Ça sent que Mathieu, il a des choses à dire sur les autres acteurs. Ouais. Et si on parlait de John Connolly, cet agent du FBI, qu'avez-vous pensé? Ah, pas mal quand même, non? Anti-charismatique au possible. Oh non, j'ai bien aimé. Ce côté un peu bof, là, ça m'a pas dérangé du tout, au contraire. Un peu le flic bof qui joue un peu le dur, le mec qui maîtrise, mais en fait, il maîtrise rien du tout. Enfin, je l'ai trouvé plutôt bon, moi, je sais pas. Bon, Mathieu, j'ai compris, pas du tout. Et toi, Valentin, qu'en as-tu pensé un petit peu? Moi, j'adore tous les acteurs de ce film. Moi, je trouve tous les acteurs exceptionnels. Et moi, je trouve que Joel Edgerton, malheureusement, c'est un de ces acteurs à qui on n'a pas encore confié le rôle de sa vie, alors qu'il aurait pu en avoir des dizaines et des dizaines depuis le début de sa carrière. Enfin, Animal Kingdom, il est juste dingue. The Rover, il est impressionnant dedans. Warrior. Ah oui, Warrior, oui. Il est fou dans Warrior. Et là, enfin, encore une fois, moi, je le trouve très bien. Exodus, non? Ah oui, tu parles de ce film de rappeur qui se passe dans l'Égypte. C'est ça, c'est ça. Alors comment dire, j'ai déjà oublié ce film. Enfin, j'ai essayé d'oublier ce film.
pharaon un peu fragile. À part cette erreur, Joel Edgerton est quand même un acteur qui a fait des très bons choix de carrière. Et moi, malheureusement, j'attends qu'il y ait sa première réal qui sorte enfin en France, The Gift. Qui a toujours pas été distribué et c'est bien triste, mais en tout cas moi je trouve que c'est vraiment un acteur très bon, et là on sent qu'il est plus en retenue, mais il est plus en retenue parce qu'il sait que son personnage, ça doit être un personnage qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus complexe à cerner, parce que justement on sait pas vraiment ce qu'il veut. Et moi je trouve il le joue très bien, cette ambiguïté de pas vraiment savoir ce qu'il veut, et en même temps on a la sensation qu'il est déterminé. Il est un peu passif aussi, je trouve, dans sa relation avec Whitty. Je trouve qu'il est, et c'est normal parce que l'autre domine clairement. Il y a pas, pour moi, il y a pas à chier depuis le début. D'ailleurs, il domine parce qu'il a compris que du moment que la FBI va l'aider à faire tomber les Italiens, il a l'autoroute devant lui. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal qu'il soit un petit peu effacé, tu vois. Limite, la discussion qu'il a avec sa femme dans la cuisine pendant le barbecue. À barbecue aussi, Mathieu, code et cliché du film de gangster. Le barbecue. C'est vrai, il y a toujours un barbecue. Il y a toujours un barbecue. Je vais me dire, c'est typiquement américain aussi. Donc bon, allez, ça se tient aussi. Mais j'ai trouvé que c'était cette scène notamment où tu vois qu'il est en train de limite de négocier avec sa femme pour paraître le plus normal possible, parce qu'il y a Whitty qui l'attend sur la terrasse avec les autres gangsters et qu'il faut pas jouer au con et qu'il faut montrer qu'on est une famille modèle. C'était vraiment sympa, surtout enchaîné avec la petite scène où Johnny Depp vient voir sa femme. Là aussi, en termes de tension, on était quand même sur quelque chose. Cette scène-là, elle est juste géniale. Elle est vraiment géniale. C'était fort sur le coup. Et encore une fois, Johnny Depp a été excellent, quoi. Enfin, j'ai du mal à me retenir de pas parler de Johnny Depp tout de suite, en fait. C'est surtout ça. Par contre, je pense à toi, Mathieu. Je me souviens de la table ronde où on avait parlé de ton film Everest, et j'avais trouvé que le film Everest, avec son cumul et son avalanche, sans faire de jeu de mots, d'acteurs connus, moi j'avais pas trouvé ça justifié. Par contre, dans Black Mass, pour un film de gangster, une avalanche d'acteurs comme on a là, moi je la trouve totalement justifiée. Pourquoi ? Moi c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans un film de gangster, ça n'engage que moi, bien entendu, un gangster ou un flic ou un personnage de film de gangster, tout simplement, quand il arrive à l'écran, il doit t'écraser. Il doit arriver et dire je suis là. Je pose, excusez-moi le terme, mes couilles et je suis là. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce type de film où tu as des gueules, où tu as même Cumberbatch, je l'ai trouvé excellent, un mec un petit peu coincé du cul, qui fait un petit peu le mec qui maîtrise toute la situation parce que je suis sénateur, mais qui sait très bien au fond de lui qu'il ne vaut pas grand-chose en fait face à son frère. J'ai trouvé que c'était pas mal. Justement, qu'il y ait des gueules de l'emploi, et il y en a plein, hein, parce qu'on oublie qu'il y a Kevin Bacon aussi, si je dis pas de bêtises. Qu'on voit peu, mais rien que tu vois sa tête, t'es dedans, quoi. Il a à la fois la tête du gangster et du flic. Pour moi, c'est des acteurs qui en imposent, certes, c'est-à-dire tu les vois arriver, tu te dis putain, enfin tu vois Cumberbatch, là tu te dis ok, je sais à qui j'ai affaire. Et moi, pour moi, donc du coup, c'est pas un problème au niveau des acteurs, c'est un problème au niveau de leur écriture. C'est-à-dire, pour en revenir à Everest, je disais que Jake Gyllenhaal, Sam Worthington, etc., même si on les voyait pas beaucoup à l'écran, ils en imposaient, mais c'est parce que quand McCourt, il avait vraiment essayé de partager le temps de présence et et l'importance chez les personnages, et du coup ça donnait vraiment un aspect d'équilibre, c'est-à-dire Jason Clarke, c'était pas le pivot du film, c'était vraiment il était là, il représentait vraiment la notion de dépassement de soi, etc., mais il était aussi en retrait. Ici, que ce soit Cumberbatch, que ce soit Kevin Bacon, que ce soit Corey Stoll aussi, que j'aime beaucoup, il y a un problème au niveau d'écriture, c'est-à-dire tu ne les vois quasiment pas. Ils ont de l'importance parce que Cumberbatch, il est sénateur, Kevin Bacon, c'est le patron du FBI, etc., mais ils n'ont pas plus d'importance que ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est limite, tu places Lionel Messi à Clermont Foot, quoi. Pour moi, c'est ça. Oh, cette comparaison, elle est magique. Elle est magique. Eh ben, moi, non, je suis pas d'accord. Pareil, moi non plus. Les films de gangsters, tu peux y aller. Tu peux m'enchaîner Leonardo DiCaprio, Matt Damon, tu peux mettre qui tu veux dedans. C'est un film de gangsters. Mets-moi des gueules, quoi. Mets-moi du charisme. Et puis là, pour rebondir sur Everest, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans Strictly Criminal, c'est que le fait de mettre plein d'acteurs avec des gueules, et même par exemple, on l'a pas dit, mais il y a Adam Scott dans un petit rôle secondaire, moi, que je trouve très très bon. Le fait de mettre tous ces acteurs-là, ça fait que résultat, quand tu arrives à la fin du film,
tu les as quand même retenus en mémoire. Ils sont C'est pas vrai. longtemps là à l'écran, mais tu les as retenus en mémoire. Tu sais que ces personnages-là, à un moment, ils ont été importants dans l'histoire, où ils ont été un pivot, où ils ont servi à amener le personnage à se remettre en question. Même Dakota Johnson, au final, elle est pas si présente que ça dans le film. Elle est présente au début, et ensuite elle disparaît. Oui. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, plutôt que dans Everest, où tu vois, j'avais la sensation que mettre autant d'acteurs pour finalement pas avoir d'accroche émotionnelle avec un plus que les autres, je trouvais que c'était vraiment perturbant. Alors que là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans Strictly Criminal, le but, c'est pas que tu t'attaches à tout le monde. Le but, c'est simplement de marquer assez ces De les personnages-là retenir, ouais. pour que quand tu arrives à la fin du film, tu saches que ce personnage-là, il a été à ce moment-là, ce personnage-là, il a été à ce moment-là, ce personnage-là, il a été à ce moment-là. Et par contre, résultat, le côté émotionnel, tu l'as eu uniquement sur le personnage de Johnny Depp, de Joel Edgerton et de Benedict Cumberbatch. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc on est plus ou moins d'accord, à part toi Mathieu, bon, ok, pour dire que le casting, il pète la classe quand même. Oui. Autant sur le papier qu'à l'image. Moi, Oui. il pète la classe sur le papier. Ah là, Mathieu. Bon, et Oh, puis- écoute, et c'est puis ton Johnny avis, Depp. pourquoi pas, hein. Et puis Johnny Depp. Allez, on Johnny en parle. Depp, il envoie du steak, ça c'est Ah sûr. Johnny oui, Depp. Ah oui, il oui, me fait oui. plaisir, il me propose autre chose. J'en Oui. avais marre de voir du Jack Sparrow en mode british ou du Jack Sparrow en mode indien. Ah punaise, c'est non, mais très- ne parle pas de ce truc immonde qui est sorti en début d'année qui s'appelle Mordecai. Non, ne parle pas de ce truc-là. Ne parle pas de ce truc-là. Non. Bon, après, je fais volontairement quelque chose d'assez cliché sur le garçon, parce qu'on l'avait vu aussi jouer une intelligence artificielle dans En transcendance. Transcendance, merci, je Ouais, tous les titres pardon, de films. mais Transcendance. C'était pas transcendant, tu veux la faire ou pas? Oh, bah voilà, tu l'as fait. Donc Ouais, j'ai envie de la refaire. Ouais. Non, ben, bon après c'était pas évident. En tout cas, Black Mass, le mec revient dans le game. Pour moi, il revient dans le game. Ah, mais là, complètement. Là, il prouve qu'il peut se grimer et ne pas faire de la caricature de lui-même. Qu'il Ouais, est parce qu'il vraiment. avait une courbe de popularité qui descendait aussi. Hein. Je crois qu'après Transcendance, il a beaucoup été décrié. Et puis Mordecai, il est passé voilà. inaperçu. Ah, c'est pas- Là, vraiment, enfin, il est en train de remonter en flèche parce que ça montre qu'il sait tout faire. Il sait Ouais. quasiment tout faire. Il se grime pour tout faire. Il a le physique pour tout faire. Il a déjà tout fait et il va encore continuer à tout faire. J'adore dire tout faire. Mais voilà, je trouve qu'il est excellent. C'est-à-dire, il est bien malsain, il est bien psychopathe. Vraiment, pour moi, c'est le gros point fort du film. Il casse un peu son image de beau gosse aussi, je trouve, dans ce film. Oui. Mais c'est pas. On aime dire que c'est un sex symbole et je le comprends tout à fait. Il fait des pubs pour des parfums. Il Ah, fait... regarde la dernière pub pour Sauvage. Hein, c'est, Exactement. ça. Et là, ben écoute, les chicots pourris, légèrement dégarnis, blonds, avec un teint de vampire, ben pas mal quoi. revient, Ça le revient. fait quoi. On sait que, hein, je crois aussi le nez qui est légèrement modifié. C'est pas exactement le même nez. Il a une espèce de nez un peu C'est bien pointu. possible. Et je trouvais que tu sais que c'est Johnny Depp. T'as pas l'impression de voir Johnny Depp déguisé non plus parce que ça serait un petit peu dommage. Mais il te propose vraiment quelque chose d'intéressant, autant visuel. Et ne parlons même pas de l'interprétation. Enfin, le gangster, Non, mais il l'interprétation, l'est elle quoi. est folle. La scène est du dedans. repas, elle est magnifique. La scène du Ouais. repas, quand il étrangle la meuf, la scène où il parle avec sa femme et que malheureusement le petit est décédé. Enfin, dans trois Même la- registres même la différents, scène il où est il bon explique- quoi. Même la scène où il explique à son fils pourquoi il s'est fait punir à l'école, Oui. enfin moi que je trouve juste génial comme scène. Enfin, Quand tu elle me fait ouais. mourir de rire. Elle est excellente cette scène. Ah oui. Et puis la réponse. Il y a un petit humour aussi qui se dégage du personnage que je Ouais, trouvais c'est vrai assez sympa. Il y a des petites piques, des petites scènes un peu humoristiques, des petits regards ou même des petites réflexions que j'ai trouvé Je sais plutôt plus, il y a sympa. vraiment une scène où j'étais mort de rire, mais parce que je trouvais la séquence vraiment très très bien faite. C'est pas la scène où il y a le gamin, c'est une autre scène où il y a cette même idée-là, et je trouve, enfin voilà, le personnage de Johnny Depp arrive à l'interpréter avec beaucoup d'humour. Il y a vraiment des séquences où t'es pas loin d'être mort de rire, alors que la scène est supposée être ultra glauque, mais le personnage amène une ambiguïté qui te donne envie de rigoler parce que tu y trouves quelque chose d'étrange. Il passe de l'ange au démon en un seul regard, en une seule phrase, en une seule situation. C'est pas mal quand même. Ah non, complètement. Il a été bien géré et il l'interprète super bien quoi. Il y a pas de souci. Ouais. Oui. Par contre, les films de gangsters, la place des femmes, c'est pas encore ça, quoi. Ben, Bah, c'est aussi enfin, C'est logique, le rôle à mais l'époque, quoi. oui, aussi, oui. Mais
tu prends les deux actrices qui sont connues quand même. C'est pas des inconnues, c'est pas des filles qui viennent d'arriver dans le cinéma. Enfin, 50 nuances de Grey, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est un phénomène. Ça a été un phénomène cette année. Dakota Johnson et Juno Temple. Malheureusement. Juno Temple, voilà, c'est la petite actrice. Nicholson. C'est vrai aussi. J'ai trouvé très bonne aussi. Qui joue Madame Connolly. Ouais, elle était. La scène où elle a un échange avec notre gangster, avec Johnny Depp. Autant c'est peut-être le personnage féminin le plus important, je trouve, quand même, Julianne Nicholson. C'est vrai que c'est un personnage qui essaie quand même de garder, de pousser son mari à rester dans le droit chemin. Elle veut résister, c'est la seule qui met une forme de résistance contre Bulger, quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, elle-même, elle peut pas, quoi. Et elle le sait qu'elle peut pas. Donc, résultat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère laisser son mari dehors et arrêter d'avoir le moindre lien dans ce monde-là, quoi. Une femme forte, pour le coup. Mais je pense que c'est ça l'idée que le film a voulu faire ressortir. C'est pas de forcément montrer une mauvaise image de la femme, c'est de montrer que ce personnage de Johnny Depp, ce qui est assez fascinant, c'est de voir que tout au long du film, il a un rapport qui est pervers avec les femmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se comporter normalement avec une femme. Ouais. Il est obligé de la manipuler ou de la rendre docile. Le personnage de Dakota Johnson. Tu regardes le personnage de Dakota Johnson aussi est présenté un petit peu comme une femme forte. Parce que la scène où ils discutent, elle est quand même en train de dire à un gangster et dont elle sait qu'il est psychologiquement instable, qui peut très bien la tuer dans la seconde d'après, etc., qu'il faut débrancher son fils, quoi. Alors qu'il veut pas. C'est vraiment, sur le coup, elle prend des initiatives. Moi, au contraire, je trouve que certes, bon, il y a beaucoup de mecs dans le film, il y a très peu de femmes, mais que le peu de femmes qu'on nous montre, c'est quand même assez des femmes fortes, je trouve. C'est vrai. Peut-être Juno Temple, qui est un peu plus effacé, où tu sens Juno Temple, ce personnage, il est très... il est un peu, entre guillemets, insignifiant. C'est juste pour mettre encore un peu en avant le gangster, quoi. C'est vraiment pour montrer l'ambiguïté du personnage. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour montrer qu'il a beau être attaché à cette personne-là et il a beau comprendre qu'un de ses amis est très attaché à cette personne-là, ça va pas l'empêcher de la buter parce qu'il est pas sûr qu'elle ait pas craché son nom auprès de la police, quoi. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage féminin oppose une résistance à Bulger, cette femme-là va automatiquement se sentir rejetée de ce monde-là et va préférer s'en aller, en fait. Que ce soit avec Dakota Johnson, que ce soit avec Julianne Nicholson, ces deux personnages féminins, à partir d'un moment, elles sortent de ce monde-là et elles en sortent de leur plein gré et pas forcément parce qu'on les a enterrées. C'est un monde de macho, après tout. C'est ça, dans un sens, oui. Dans un sens, oui, complètement. T'as parfois des films de gangsters où la femme est forte. Je repense à Scarface, quoi. Rien que celui-là où t'as Tony Montana et Elvira, si je dis pas de bêtises. Elle est quand même puissante. Elle est puissante quand même, Elvira. Elle est surtout cocaïnée jusqu'au pif. Oui, aussi. Elle est en mode Thug Life. Ça aide à être fort aussi. Je peux comprendre. Mais quand même, t'avais un personnage féminin intéressant. Là, elles sont peut-être plus effacées, mais oui, effectivement, comme tu disais, Valentin, ça permet aussi de montrer un aspect psychologique de notre personnage principal. C'est pas négligeable, en effet. Je l'avais pas vu comme ça. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un autre acteur, un autre personnage pour lequel vous aimeriez un petit peu... On remet une petite couche sur Johnny Depp où on a dit ce qu'il fallait? Corestol, je suis trop déçu, putain. Oui, Corestol, c'est vrai. Bon, oui, mais il est secondaire, mais il est bien son personnage. Il est vraiment bien. Ouais, moi je trouve que, juste heureusement qu'il a été quand même assez mis en avant dans la deuxième partie du film. Mais moi je trouve que c'est injuste parce qu'on a tellement craché sur Corestol dans Ant-Man. Alors que c'est un super acteur. Oui, il est bien dans Ant-Man, moi je trouve. Et là, il est bien aussi. Et c'est dommage qu'on ait pas... Ouais, il le tient bien. Mais je trouve ça dommage qu'on lui ait pas donné un petit peu plus d'importance quand même si le peu qu'il apparaît à l'écran, je le trouve quand même vachement charismatique et qui prend son rôle très à cœur, quoi. J'ai toujours un rapport avec les acteurs chauves où je me dis qu'en fait, les acteurs chauves, ils me permettent à moi en tant que spectateur. Je repense notamment à Ant-Man où je trouvais que le méchant manquait de charisme justement parce que le garçon était chauve. Je trouvais qu'il était impersonnel. Alors que là, de le voir, excusez-moi, c'est mes délires un peu perso. Je devrais consulter pour ça régulièrement. Mais de me dire que dans ce film de gangster, justement, le fait qu'il soit chauve, il représente plus facilement l'État à mes yeux. L'État droit, juste, l'État... qui va faire la part des choses, ce que ne font pas les autres en fait. Je sais pas si en fait, c'est très personnel. La coupe de cheveux, quand elle est négligée, ça montre un petit peu en fait le personnage, c'est-à-dire si t'as une coupe de cheveux carrée, droit, bien coiffé, etc., ou que tu es chauve, tout simplement, justement, t'es peut-être plus adepte à représenter la loi, alors que si jamais t'es coiffé avec genre une crête ou quoi,
Oui, non, mais enfin, ça fait partie. Je comprends ton point de vue en fait, hein, mais. Oh, c'est mes petits Oui, délires je comprends. capillaires perso, Voilà. hein, c'est. Mais j'aimais bien ce côté flic chauve, un peu impersonnel, mais qui représente justement, même s'il interprète très bien, il y a aucun problème pour ça, hein, mais qui représente une espèce de droiture, de justice que n'ont pas malheureusement les autres flics. Je pense à notre Joel Egerton où lui, avec cette espèce, il ressemble à un gangster par la suite, messieurs. Oui, complètement. Il a le look, Oui, il a oui. le costume à 10 000 $, enfin il a tout ce qu'il faut. Il a la Alors qu'à dégaine, ouais. il a tout, la petite coupe brushing années 80, enfin on est dedans quoi, hein, y a pas de souci. Hein. Alors que je revois une image, là je regardais une image du repas justement chez ce personnage où tu as un collègue de John Connolly qui est présent, à qui il fait un petit coup de pression, hein, notre Whitty. Bah lui, tu vois, il y a un petit côté hyper strict, la petite chemise, le mec qui touche son petit salaire de flic, qui se retrouve au milieu des gangsters, qui sait très bien avec qui il est. Et là aussi, même ce garçon, je me rappelle plus du nom, je suis vraiment désolé, mais j'ai trouvé que l'interprétation et le passage où l'autre lui fait croire qu'il va lui mettre une pression, qu'il fallait pas qu'il balance la recette de cuisine, enfin ça part dans des délires de Elle fou. est géniale cette séquence-là, elle est géniale. Et le type le fait vachement bien. Le mec qui se fait avoir, tu sais, qui tombe totalement dans le panneau, ben, il le tient vachement bien, quoi. Mais même les seconds rôles, je les ai trouvés intéressants. Non, mais tous les rôles sont tellement bien. Tous les rôles sont tellement bien dans ce film. D'où l'importance pour moi d'avoir des noms, des mecs connus. Il faut que ça marque, il faut que ça tape, il faut qu'on tout de suite ils prennent l'image pour eux, quoi. Et Johnny Depp au-dessus de ça, qui est encore plus charismatique que les autres, quoi. C'est parce que son personnage à lui pour moi, le les permet. autres noms, à part lui, c'est des pétards mouillés pour moi. Franchement, c'est des pétards mouillés. Tu es bien violent. Va pas leur parler de pétard mouillé, je te le dis. Hein. Non, ils en imposent, franchement, que ce soit Cumberbatch, que ce soit Corey Stoll, que ce soit Kevin Bacon, c'est vraiment des acteurs que j'adore, mais qui me vendent du rêve parce que dans chaque film, ils ont leurs pattes, c'est-à-dire ils ont leurs pattes de jeu, etc. T'es rarement déçu, ouais. Voilà, t'es rarement déçu. Et là, enfin, c'est comme j'ai dit, c'est comme si tu plaçais Messi ou Cristiano Ronaldo au FC Istres, quoi. C'est pareil, pour moi, il faut leur donner plus d'épaisseur dans leur rôle, quoi. Je reviens à ce que disait Valentin, une version de 3 heures qui finalement ressort à une version de 2 heures. Ouais, c'est ça peut justifier un peu tout on ça. verra bien, mais... on la verra un jour, cette fameuse version. Pourquoi pas. Je pense, ouais. Et si on parlait un peu de la musique? Ouh là là, j'ai rien retenu de la musique. Pour avoir écouté la BO complète, je trouve les compositions de Tom Holkenborg dans la lignée de son travail habituel, c'est-à-dire que dans un sens, on s'est rendu compte de ça avec quelques potes, il y a des sonorités qui rappellent Mad Max Fury Road. Très clairement. Ce travail avec les violons qu'il a tendance à faire, et en plus ils sont ultra présents dans le film, là, c'est assez hallucinant. Ce ton très macabre qu'il instaure au travers des cordes, au travers des sons très graves, des cordes très pincées, des violons. Enfin, moi je trouve ça instaure quelque chose de malsain. Un peu horrifique, ouais. Il y a un très joli jeu avec les percussions sur la fin du film où il a tendance à beaucoup jouer avec ça, notamment sur la dernière scène où on voit Whitey Bulger après 20 ans de cavale. Cette séquence-là est très bien amenée par un jeu de percussion qui est assez subtil. Il y a un travail d'ambiance au niveau visuel, forcément, au niveau de l'écriture des personnages, au niveau de l'histoire, bien entendu, mais la musique y est pour beaucoup quand même. Hein. Ouais, non. Moi, je trouve que ça se compense très très bien. Et puis, rien que sur le titre au tout début du film, ça fonctionne extrêmement bien. Enfin, ce titre qui apparaît presque en fumée au niveau de l'écran, et derrière, tu as ces petites cordes pincées qui te font presque froid dans le dos, où tu sais tout de suite que ça va être une histoire totalement macabre. Moi, je trouve que ça fonctionne à merveille, quoi. L'ambiance est bonne, elle est bien travaillée. Ouais. Le tout, de toute façon, je pense que pour le film en entier, il se tient très bien, quoi. Hein. On peut lui faire quelques reproches, bien entendu, c'est toujours du détail. Puis c'est pas évident de faire un film de gangster quand tu sais qu'il y a des grands noms qui en ont déjà fait, des cultes en plus. C'est pas évident, franchement, c'est des films, c'est compliqué. Ça doit être un plaisir de les faire, parce que qu'est-ce que tu dois t'amuser à faire ça? Mais derrière, c'est vrai qu'il y aura toujours les comparaisons. T'as toujours cette crainte, quoi. T'as toujours cette crainte. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était la crainte et la peur qu'avait David O. Russell de faire American Bluff, parce qu'il savait qu'il faisait une sorte de film de gangster, mais de manière comique.
Et dans les interviews, il disait qu'il était terrifié à l'idée de présenter ça au public. Et au final, quand les gens ont vu le film et qu'ils ont réagi en disant que c'était un des meilleurs films qu'ils aient vu de toute leur vie, il était soulagé comme c'était pas permis. Mais lui, tu vois, il avait cette inventivité de tenter quelque chose en faisant du comique. Là où la plupart des gens veulent jouer dans le macabre ou dans l'ultra glauque, lui, il a voulu amener quelque chose de comique et quelque chose de vraiment léger. Oui, et c'est compliqué de renouveler le genre du film de mafieux. C'est tellement codifié que c'est pas évident. Là, Scott Cooper, il renouvelle rien. Mais est-ce qu'on attend vraiment du renouvellement de la part d'un jeune réalisateur qui en est seulement à son 3e film? Aussi. Pas vraiment. On attend de voir un mec qui va nous livrer quelque chose de classe, quelque chose de fun. Et là, clairement, on a ça, quoi. Ça se tient bien. Franchement, il n'y a pas à dire. Qui use des codes, qui les révolutionne à aucun moment, mais très franchement, il les use de manière très subtile. Et il y a son lot de séquences qui sont marquantes, je trouve, quand même, dans ce film. Ouais. Ah, il y a quand même, il y a des instants où tu sens qu'il y a un travail personnel qui est plutôt bon. On en a parlé sur la réalisation, la façon, de filmer le gangster, de le mettre en avant, les petits passages un peu film d'horreur avec des couloirs un peu mal éclairés. C'était quand même pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être pas marquer le genre. Même si moi j'ai pas aimé, il y a quand même certains moments, je m'ennuyais, je ruminais, etc. Et là, il y avait toujours cette petite scène, que ce soit ou la scène du repas, ou que ce soit des manières de filmer Johnny Depp, etc. Où vraiment il y avait des petites tentatives vraiment de transcendance dans la réalisation, pour faire un petit clin d'œil à Johnny Depp, qui m'ont fait vraiment plaisir à voir, quoi. Et là, du coup, je me suis dit, bon, d'accord, mais la seconde d'après, ça retombait et je commençais à me réennuyer encore. Vraiment, pour moi, c'est vraiment, je crois, c'est tout ce que je ne peux pas aimer dans le cinéma. Après, c'est clair que je n'aime pas les films de gangsters. Déjà. Et je pense, j'ai déjà. Et non, je n'aime pas cette manière de procéder, je n'aime pas l'écriture que ça a eu. Après, je n'ai rien contre les images chocs, etc. C'est pas le problème, mais je n'aime pas du tout la manière qu'a eu de procéder le réalisateur. Et au final, j'ai pas apprécié. Des images chocs, est-ce qu'il y en a beaucoup, franchement? Non, pas du tout. On a vu pire. Non, le film est assez soft. C'est soft quand même. Une interdiction moins de 12 ans, tu vas pas amener était pire. Hein. Ah bah largement, oui. Tu vas pas amener un gamin de 6 ans voir ça. Mais bon. Tu rigoles, mais j'ai vu un père emmener son fils de 7 ans voir Strictly Criminal. Normal. Il était juste devant moi et je pense que le gamin a dû être traumatisé quand même. Oui, parce que je pense que son père s'est dit, il y a Johnny Depp, ça va être fun, ça va être type. Il va faire Jack Sparrow. Voilà. Et je pense qu'il a dû être surpris en voyant que Jack Sparrow pour une interdiction moins de 12 ans, il y a des images beaucoup moins choquantes que Sicario, quoi. Sicario, on te montrait des cadavres qui étaient en train de dépérir, on te montrait vraiment des trucs très hard. Là, à part des mecs qui se font tirer dessus. Je pense accessoirement que Sicario, dans son passage à la télé, sera interdit au moins de 16 ans. Ça serait pas étonnant. Oui, c'est clair. J'espère même, j'ai envie de dire. Quand même, soyons doucement. Il faut y aller doucement avec ce type de film quand même. C'est très bon, mais pas pour tout le monde quand même. On a le temps de grandir. Sinon, il y a Aladdin pour les enfants. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas non plus. Allez voir Le Voyage d'Arlo. Par exemple. Voilà, c'est très bien. Allez voir Le Voyage d'Arlo. Oui. Faut pas déconner avec ça. Bon, messieurs, on va terminer la table ronde sur Black Mass avec le traditionnel point note, le bulletin de notes pour notre film du jour. Qui veut commencer? Qui veut mettre sa note, appliquer la sentence? Comme ça, c'est le meilleur pour la fin. Allez, vas-y. Bon alors, comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que grâce à cette table ronde, vous m'avez exposé, on va dire, des points assez positifs quand même. Je pense que quand j'ai mis 1 sur Sens Critique, j'ai surtout jugé, on va dire, par la colère, parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement tout ce que je n'aime pas dans le cinéma. Après, c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est-à-dire, comme j'ai dit, je ne supporte pas ces manières ultra codifiées, ultra vues et revues. Tu peux dire cliché si tu veux, hein. Y a pas de souci. Voilà. On t'en voudra pas. Cette manière ultra cliché de voir les choses, c'est-à-dire c'est tellement une histoire stéréotypée, une histoire banale, il n'y a aucune volonté de se détacher des autres trucs. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment que le cinéma de genre gangster, ça reprend
les codes traditionnels, c'est-à-dire ça me donne vraiment pas envie de voir les films de Scorsese, et pourtant à mon avis ils ont l'air bien, mais voilà, c'est vraiment pas mon domaine du tout, c'est pas quelque chose qui me branche, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je me suis beaucoup fait chier, c'est très très lent, mis à part quelques petits moments vraiment où je me suis dit là il y a un petit truc intelligent. Après Johnny Depp, c'est le pivot du film. Et comme on avait dit par rapport aux acteurs, pour moi, les autres acteurs, c'est du gâchis parce que voilà, Corey Stoll, Kevin Bacon, etc. Bon, on en a parlé. Mais voilà, c'est vraiment ce que je n'aime pas dans le cinéma. J'ai eu beaucoup de mal à apprécier le film. Et mais je vais pas non plus le saquer sur la note. Je vais lui mettre, pour être franc, je sais pas du tout. Il est embêté là. Je vais lui mettre 7,5. Ça reste violent quand même. Hein. Ouais, mais bon, je me dis que j'ai quand même collé. Ouais, non, peut-être pas 7,5. Non, mais c'est ta note, hein. Il faut pas. Ouais, non, te fais pas influencer. On n'est pas witty, hein. Nous, ouais, y a pas de en fait, souci, j'ai collé 7 à genre les 4 Fantastiques et à Pixel, et je me dis, c'est quand même pas pire. C'est-à-dire, je pense que si j'aurais été fan des films de gangsters, etc., ou que simplement ce ne serait pas mon point noir, je pense que j'aurais apprécié sans plus. Mm-hmm. Bon, je mets 8. Allez, dernier mot. Pour Johnny Depp, 8. 8, ouais. Allez, on est en train de marchander la note, tu sais. Valentin. Moi, écoute, je trouve le film en effet classique, mais il reste puissant. Le scénario est très bien amené de manière sombre, et ça a des personnages qui sont vraiment forts, qui arrivent à rééquilibrer le manque d'originalité et les trop grosses références un peu pesantes du film. La mise en scène, je la trouve macabre à souhait, et moi, c'est ce que j'attendais de la part de Scott Cooper. Tous les acteurs sont divins et te transportent du début à la fin. Non, franchement, c'est un film qui dépote, qui sait qu'il est handicapé par ses références et par les réals qui sont passés avant dans le genre, mais qui arrive à faire avec. Donc moi, je lui mets facile un 14. Ouais, un bon 14. Ça permet un petit peu de tempérer tout ça, c'est pas mal. Allez, on va avoir une petite moyenne sympathique pour ce film. Je te rejoins pas mal, Valentin, sur ce que tu as dit sur le film. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé Johnny Depp. J'aime beaucoup les films de gangsters, c'est certainement pas le meilleur que j'ai vu, mais il se tient super bien à tous les niveaux. Le casting est excellent, il y a les gueules de l'emploi comme je les aime, il y a tout ce qu'il faut, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, la façon de filmer le héros. Johnny Depp, encore une fois, quoi. Johnny fucking Depp. Là, pour le coup, on peut le dire. Franchement, je sais pas ce que ça donne en version originale parce que je ne l'ai vu qu'en VF. Mais à mon avis, ça devait VO, ça dépote. Hein. Il devait avoir un petit accent un peu couleur locale qui devait être super intéressant. J'imagine qu'il a dû travailler ça comme un fou. Malheureusement, je l'ai vu qu'en VF et j'ai trouvé déjà ça efficace. Donc pour moi, ça sera pas un 14, ça sera pas un 8, mais ça sera un bon 12 parce que j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé ce film de gangster, même si j'en fais pas une référence personnelle, ça c'est certain. Mais on n'est pas dans le cliché, Mathieu, on est dans le code. Oh, c'est beau. C'est beau, ça me donnerait presque envie de pleurer. Tu peux, mais pas en présence de Witty. C'est moi qui te le garantis, il faut pas. Bon. En parlant de présence, en parlant de charisme, on va laisser place à Terminator qui va faire son taf. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet candidature, dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur Black Mass ou Strictly Criminal, comme vous voulez, mais avec un fucking Johnny Depp, comme dirait Valentin. En tout cas, écoutez messieurs, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. C'était très intéressant. Bonne petite table ronde. J'espère, Mathieu, qu'on t'a un petit peu convaincu sur le film, malgré tout. Oui, malgré tout, j'ai quand même beaucoup râlé à ma séance d'hier soir, mais vous avez réussi à me faire voir des petits points positifs. J'espère que ça sera le cas également pour ceux qui ont peut-être pas trop aimé le film. Par contre, voilà, ce qui est toujours intéressant pour nous, n'hésitez pas,
chers abonnés, à mettre votre avis sur le film en commentaire. C'est avec plaisir qu'on le lira. N'hésitez pas à continuer le débat, car la table ronde est une chaîne participative et les messieurs ici présents peuvent en témoigner. Ok, oui. Yeah. Tout le monde est le bienvenu. Comme le dit Arnold Schwarzenegger, c'est pas n'importe qui. N'hésitez pas à postuler. Il y a la procédure. Ça fait très administratif ce que je viens de dire, mais n'hésitez pas. Vous êtes le bienvenu. Eh ben, on va se quitter là. Prochaine table ronde pour le Pont des Espions à Spielberg. Ça fait vraiment plaisir. On va parler de Spielberg à la table ronde. Vous l'avez vu, messieurs? Ah bah oui. Oui, vous avez bien aimé? Ah, alors on aura l'occasion d'en parler. Il était très bon. Il était très bon. Je l'ai vu aujourd'hui, il était très très bon. On va se laisser là, jeunes gens. On se dit à bientôt. Prochaine table ronde, donc le Pont des Espions. Et à très bientôt, amis gangsters. Au revoir. Goodbye.